Bienvenue sur l'Étudiant Libre, le podcast qui aide les étudiants à entreprendre des projets tout en réussissant leurs études. Vous pouvez rejoindre notre communauté en cliquant sur le lien dans la description ou en tapant l'Étudiant Libre sur Google. Pensez à vous abonner au podcast et bonne écoute. Alors l'autre jour, je rentrais dans mon appartement en sortant des cours et j'aime bien faire 7 minutes de sport en sortant des cours avec une application qui s'appelle 7 minutes workout. Donc j'ai pris l'habitude, je sors, je rentre chez moi, je me pose un peu et ensuite je fais mon sport. Sauf que là, l'autre jour, je rentre, je m'assois dans mon canapé, je commence à scroller un peu sur Facebook, tout ça, et je me rends compte que j'ai plus du tout envie de faire de sport, quoi. J'ai pas envie, je sais que c'est bon pour mon corps, tout ça, et qu'il faudrait que j'en fasse, mais j'ai pas la déterre, quoi. Je suis vraiment là, comme une merde dans mon canapé et j'ai rien envie de rien faire, quoi. Donc voilà, je fais ma journée et je fais pas mon sport. Je retourne chez moi le lendemain et là, j'arrive à faire du sport. Je suis complètement déter, je suis en forme et tout ça, très bien. Donc je me dis ça y est, j'ai re-envie de faire du sport. Et le surlendemain, ça y est, c'est mort. J'ai plus envie de faire du sport. Et je me suis dit, c'est pas possible. Soit j'ai une malédiction qui fait que j'arrive à faire du sport un jour sur deux, soit c'est juste qu'il y a quelque chose que je fais dans mes habitudes qui ne marche pas et qui fait que je me retrouve à ne plus avoir envie de faire du sport dans certains cas. Et je me suis dit, ce serait bien que j'analyse cette situation, quoi. Et ça tombe bien puisque ce que j'aime bien faire, c'est analyser pour la connaissance de soi. C'est-à-dire apprendre à se connaître, savoir nos qualités, nos défauts. Enfin, on verra tout ça dans ce podcast. Donc si je vous pose la question, pensez-vous vous connaître? Comme la majorité des personnes, je réponds la même chose. Je réponds oui, moi je me connais. Tout le monde pense ça. Sauf qu'une étude a prouvé que 95% des personnes répondaient oui. Pas de problème pour l'instant. Dans ces 95% de personnes, il n'y en avait que 15 qui se connaissaient vraiment. C'est-à-dire que 80% de la population se ment tous les jours en pensant se connaître. Bon, en soi, vous allez me dire, c'est pas très grave. Sauf qu'en fait, la connaissance de soi, ça apporte beaucoup de qualités. On est plus confiant, plus créatif, on a de meilleures relations, on a une vie plus confortable. Donc bon, c'est dommage de passer à côté de ça, quoi. Mais c'est pas un drame. Mais ça, c'est parce que, en fait, c'est des études et on ne voit pas vraiment les cas concrets que apporte la connaissance de soi. Donc, je vais faire dans une liste de 8 points quels sont les bénéfices de la connaissance de soi que moi j'ai vécu ou que j'ai ressenti en essayant de travailler sur ce sujet. Donc le premier point, c'est que si tu es conscient de tes défauts, tu seras plus apte à esquiver les situations qui mettent en jeu ces défauts. Par exemple, si dans ton IUT ou dans ton école, il y a des cours de théâtre et que tu es un grand timide, tu as deux options. Soit tu t'y inscris pour essayer de vaincre ta timidité, soit tu t'y inscris pas parce que tu vas souffrir en y allant, quoi. Va falloir vraiment que tu te mettes à travailler sur toi-même et donc te rendre peut-être malheureux parce que tu seras moins bon que les autres car tu es timide. Et d'une autre manière, si tu n'as pas le choix d'intervenir dans des situations où ça fait ressortir tes défauts, tu vas pas t'auto-flageller parce que t'as pas réussi. Deuxième exemple, cette fois, il y a un oral à faire. Un oral d'anglais ou je ne sais pas. Il y a un oral et t'es timide, tu n'y arrives pas à parler à l'oral. Bon bah qu'est-ce qui va se passer? Soit au premier cas, t'es conscient de ton défaut, tu sais que t'es mauvais et tu l'acceptes, et donc tu vas ressortir un peu triste parce que t'as pas vraiment réussi ton oral, mais c'est tout. Sauf que si tu n'es pas vraiment conscient de ton défaut ou tu l'es mais t'arrives pas à travailler dessus, ce qui va se passer, c'est que tu vas sortir, tu vas être malheureux parce que t'as pas réussi ton oral, donc ça, pareil que le premier cas, sauf que tu vas te rendre triste d'être mauvais. Tu vas te dire pourquoi je suis mauvais, pourquoi je suis timide, et tu vas t'en vouloir à toi-même d'être timide. Parce que c'est ton défaut, et t'as pas choisi d'être comme ça. Et c'est ça le problème en fait. Si tu n'es pas conscient de tes défauts et si tu les acceptes pas, et ben tu vas être deux fois plus triste à cause de tes défauts. Alors que tu pourrais simplement l'être une seule fois. Un autre exemple, troisième point, c'est carrément l'inverse. Si tu es conscient de tes qualités, alors eh ben, tu vas pouvoir abuser des situations où tu es meilleur que les autres avec ces qualités-là. Si on prend l'exemple inverse, il y a des cours de débat à l'oral, tout ça, des plaidoiries ou je sais pas, et tu sais que t'es bon à l'oral, tu sais que t'as une meilleure aisance quand tu parles et que les gens aiment bien t'écouter ou que t'as un bon timbre de voix, eh bien tu vas avoir plus tendance à vouloir y aller, si par exemple ça te fait gagner des points pour ta moyenne, parce que tu sais que tu vas être bon dedans et que tu vas pouvoir prendre du plaisir. Parce que quand on est bon dans quelque chose, on prend du plaisir. On a tous déjà remarqué que quand on avait des bonnes notes dans une matière, bah d'un coup on préférait cette matière avant qu'on avait des mauvaises notes. C'est un peu le problème du système éducatif qui nous punit et donc on a moins envie de travailler alors parce qu'on est moins bon. C'est un cercle vicieux puisque au final on est mauvais dans une matière donc on va pas travailler quand on a des mauvaises notes et voilà. Sauf qu'on peut avoir la boucle inverse quoi. Si on est fort dans quelque chose, on en abuse, on l'utilise et on est encore plus content, on est encore meilleur et ou en utilisant vos qualités, vous pouvez aussi vous orienter dans des métiers qui vont utiliser ces qualités là où vous êtes naturellement meilleur. Donc là c'est le quatrième point. Si par exemple vous êtes très manuel, vous passez votre temps à bricoler
bricoler dans votre trousse, vous rentrez chez vous, vous bricolez quelque chose avec du bois chez vous et vous allez faire un, je sais pas, un siège avec avec du bois de palette. C'est-à-dire que de manière générale, vous aimez bien bricoler et voilà, c'est quelque chose qui plaît. Alors vous pouvez vous orienter dans un métier, je sais pas, comme bijoutier ou quelque chose d'un peu plus artistique qui va avoir besoin de compétences. Je suis pas votre conseiller d'orientation, je vais pas vous dire quoi faire, mais utilisez vos qualités pour vous orienter dans votre style de vie, ça va vous rendre plus heureux parce que vous allez être meilleur que les autres. Apprendre à se connaître, ça permet aussi de savoir si on fait des choix pour nous-mêmes ou pour les autres. Parce que si on connaît nos valeurs, si on sait ce qu'on aime, si on sait ce qu'on n'aime pas, si on sait ce qui est important dans notre vie, alors on va savoir si les actions qu'on fait pour nous ou pour les autres. Par exemple, si vous avez fait vos études en PACES et que vous connaissez vos valeurs et ce que vous aimez, si vous avez fait un travail de connaissance de soi, vous allez savoir si vous avez fait PACES parce que c'est quelque chose qui plaît, donc ça c'est bien, ou si c'est quelque chose que vos parents vous ont imposé car ils veulent une grande vie d'un médecin, tout ça. C'est pas forcément quelque chose qui va vous plaire dans votre vie et qui va vous épanouir. Si vous connaissez vos valeurs, vous allez pouvoir être conscient et savoir ce qui est vraiment bon pour vous. Et donc, aller dans ce sens-là. Et pas aller vers ce que vous orientent les gens. Si par exemple, moi, dans mon exemple, tout le monde dit que l'école, voilà, c'est important. Si on ne va pas à l'école, on peut pas réussir notre vie sans un diplôme très haut, sans devenir ingénieur, tout ça. Eh ben, moi, c'est pas quelque chose que je pense. Et donc, j'agis en fonction de ce que moi j'aime et ce que je pense, plutôt qu'en fonction de ce que les gens veulent me faire croire. Et tout le monde, la majorité des gens me disent ah ouais, bah travaille plus, sinon t'as pas d'avenir. Moi, je pense personnellement que c'est faux, et donc je vais dans le sens qui me plaît, et je vais pas dans le sens que tout le monde veut que j'aille. Donc sixième point, si je reviens un peu sur les défauts, si on accepte ces défauts, il y a plus de chances et ça va être plus facile d'en parler aux autres. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas que vous alliez voir les gens quand vous présentiez, disiez oui bonjour, moi je suis colérique quand on contrarie. C'est pas le but. Mais si un jour sujet de conversation qui revient un peu sur ça, sur les défauts ou qui peut vous intéresser, vous allez être plus apte à en parler aux gens. Donc quel est l'intérêt d'en parler aux gens? C'est que ils vont vous écouter et finalement ils vont se mettre à votre place et vous comprendre. Ce qui va permettre de vous aider en fait. Si par exemple votre défaut c'est que quand il y a deux groupes de discussion dans vos potes, je sais pas, il y a deux groupes, ils discutent tout ça et ils ont l'air de tous bien s'amuser, sauf qu'en fait vous êtes dans aucune des discussions. Et à ce moment-là vous vous sentez seul. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Eh bien vous allez pouvoir, je sais pas, dans une discussion, en parler avec un de vos amis, lui dire ouais bah des fois, je sais pas, tout le monde discute, on m'inclut pas dans les discussions, voilà, moi voilà, ça me fait chier, quoi. Si vous dites ça, la personne va pouvoir vous écouter, vous comprendre, et la prochaine fois qu'il y aura cette situation, si elle voit que vous êtes un peu exclu, elle va pouvoir vous inviter dans la discussion en disant et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et donc vous aider. Si je dis ça, c'est parce que tout le monde est humain et tout le monde se rend compte et voilà, des difficultés parfois de nos défauts. Et parfois même en parlant de vos défauts, les gens vont en parler eux-mêmes en échange, et il y aura un échange entre eux et ça fera une bonne discussion, quoi. Septième point, apprendre à se connaître, c'est pas forcément que les qualités et les défauts. On peut aussi apprendre à se connaître sur notre corps. Moi je vois par exemple dans ma famille, il y a plus haute chance que je meure d'Alzheimer. Tout le monde dans ma famille, voilà, je plombe l'ambiance, mais dans ma famille, il y en a pas mal qui passent par l'Alzheimer. Et du coup, je peux du coup essayer d'éviter les aliments qui vont me mener à avoir cette dégénérescence, et plutôt aller dans les aliments inverses. Par exemple, si je digère mal quelque chose, pourquoi je vais aller continuer à en manger si je digère mal? Sachant qu'il y a la phrase vous êtes ce que vous mangez, c'est-à-dire que si je mange quelque chose que mon corps n'accepte pas, il y a de fortes chances que j'ai moins d'énergie et que je sois forcément moins heureux, plus fatigué dans ma vie. Donc apprendre à se connaître, c'est dans tous les domaines de notre vie en fait. Et c'est aussi dans la nutrition, ça c'est un exemple, mais avec notre corps par exemple, si on se rend compte qu'on est mauvais avec nos jambes, quoi, on a des jambes qui sont de naissance pas musclées, et ben on va éviter on va éviter de faire cycliste quoi. Sinon, à part si on aime vraiment ça, sinon on va être moins bon que les autres et voilà, il y aura beaucoup moins d'intérêt. Et le dernier point, le huitième point, que j'aime beaucoup, c'est essayer de faire vos défauts une force. Alors là, on dirait Maître Yoda qui est en train de nous donner un conseil, mais c'est vraiment quelque chose qui est faisable, compliqué forcément, mais qui est faisable, et quand c'est mis en œuvre, c'est très beau à voir. Par exemple, j'écoutais un podcast sur Nouvelle École, très bon podcast, qui était en train d'interviewer Antoine de Maximi. Donc Antoine de Maximi, c'est celui qui a fait l'émission J'irai dormir chez vous. Vous avez peut-être dû voir, il me semble que c'était sur la 5. Et donc c'était une émission où le but c'était d'aller dans un autre pays, dormir chez les gens et le visiter en dépensant le minimum d'argent. Et en fait, ce qui a fait la force de Antoine de Maximi, c'est que un de ses plus gros défauts, c'est qu'il a une petite mémoire. Quand je dis toute petite, c'est-à-dire que sur le long terme, il va retenir, mais sur le court terme, s'il y a une discussion, par exemple, une demi-heure ou une heure avec une personne en soirée, eh ben, il y a fort à parier que 2 jours plus tard, il va plus se souvenir de cette discussion, il va plus se souvenir du visage de la personne. Et donc, s'il recroise la personne, c'est un peu vexant, mais il va pas pouvoir se rappeler, en fait, d'avoir parlé à cette personne-là. Ce qui fait qu'on a un peu l'impression qu'il est hautain et qu'il oublie les gens et tout ça. Donc en fait, c'est un réel défaut de sa part, qui ne peut rien faire, et donc il a utilisé ce défaut pour en faire une qualité, puisque n'importe quelle personne
personne qu'il croise dans la rue peut être un ami à qui il a déjà parlé mais il ne s'en souvient pas, alors il va faire comme si chaque personne qu'il croise est déjà un ami. Et il disait qu'un de ses jeux qu'il aimait bien faire, c'était de rentrer dans une boulangerie et de parler dans la queue à la personne qui est en face pour essayer de la faire rire. Alors nous, on n'est pas, à part si vous êtes comme lui, mais de base on n'est pas comme ça, on va plutôt rentrer, peut-être avec des écouteurs, acheter son pain et partir quoi. Mais lui, puisque la personne en face de lui peut déjà être un ami sans qu'il s'en rende compte, et ben alors il va agir comme si ça l'était déjà et il va lui parler, et même des fois les personnes à qui parler leur demander s'ils se connaissaient quoi, si, parce qu'il avait tellement un ton de voix comme si c'était déjà un pote que voilà quoi, ça menait le doute même dans la tête des gens en face. Donc ça c'est qu'un exemple, je sais que c'est pas facile de transformer un défaut en qualité, mais on peut toujours essayer de travailler dessus. Bon là on a évoqué les 8 points importants pour ma part qui m'ont permis de m'intéresser à la connaissance de soi. Mais j'ai une image en tête qui me permet de voir la connaissance de soi comme autre chose qu'un truc de développement personnel un peu obscur. Et je vais faire une analogie avec un jeu de cartes. Alors imaginons que à votre naissance, voilà, on distribue, tout le monde a son jeu de cartes, on distribue des cartes, après également. Et en fait, personne n'a vraiment conscience de ces cartes. Personne les regarde, on les pose dans un coin, on les met dans notre poche, et puis voilà. On fait notre vie et on regarde pas ces cartes-là. Sauf que si on imagine que les cartes, ça représente ce qui nous définit, c'est-à-dire nos qualités, nos défauts, nos valeurs, nos schémas de pensée, on verra ça après. Mais voilà, c'est ce qui nous définit. Alors la personne qui va commencer à se dire tiens, si je regarde mes cartes, qui va voir de quoi elle est composée, de quoi elle est faite, dans quoi elle est meilleure que les autres et dans quoi elle est moins bonne. À votre avis, qui aura plus de chances de gagner au jeu de cartes entre les personnes qui vont jouer toute leur vie un peu aléatoirement, en étant que à moitié conscient de ces cartes-là, et la personne qui va jouer avec ces cartes, qui va utiliser ses qualités et ses défauts en fonction du jeu qui est en face. Quand je parle du jeu, je parle en fait, dans la vraie vie, ce serait les situations qu'on vit, quoi, nos choix et tout ça. À votre avis, qui aura plus de chances de réussir dans la vie entre les personnes qui jouent aléatoirement et les personnes qui vont jouer avec leurs cartes? Voilà, c'est une analogie que j'aime beaucoup, puisque ça montre un peu la force de la connaissance de soi. C'est pas une étude vous montrant les 1000 qualités de la connaissance de soi qui vont vous faire bouger. Par contre, si on s'imagine un jeu de cartes, et si on s'imagine jouer au poker sans regarder ses cartes, ça va être très compliqué de gagner, quoi. Donc moi, c'est pour ça, quand je vais parler de mes qualités, de mes défauts, ou tout ce qui me correspond, j'aime bien parler de cartes, puisque j'aime bien voir la vie comme un jeu, quoi. Ça, c'est ma vision. Vous pouvez en faire une qui est à vous personnelle. Mais voilà, je trouve ça intéressant de se dire, quelles sont mes cartes? Je vais essayer de les trouver, de les chercher, c'est un peu un jeu de les chercher, et je vais essayer de jouer avec, quoi. Même si je me rends compte que merde, j'ai un peu des cartes nulles, bon bah, je vais faire avec, quoi. On va essayer de jouer, essayer de gagner, malgré que mes cartes soient mauvaises. Mais donc, je vous parlais sur les cartes, tout n'est pas binaire, il n'y a pas une bonne carte qui va être une qualité, et qui par exemple pourrait être un as de pique, et il va pas y avoir une mauvaise carte qui va être un 2 de trèfle, quoi. C'est toute une palette. Quand on a un roi, bon bah c'est plus une qualité, mais c'est pas totalement la meilleure carte, quoi. Et pareil, quand on a un 7, bon ça se rapproche plus d'un défaut, mais on est un peu au milieu du jeu, donc c'est un peu ambivalent, quoi. Donc c'est ça les cartes, c'est pas binaire, c'est pas bon, mauvais, et c'est toute une palette de bon, c'est plus bon que mauvais, mais c'est pas grave, quoi. Je peux quand même utiliser mon 7 de trèfle pour essayer de gagner. Et qu'est-ce que j'entends par les cartes? On retrouve dedans les schémas de pensée, par exemple. Un schéma de pensée, pour faire clair, ça va être toutes les choses qu'on va faire de manière récurrente, qui vont revenir dans notre vie, nos réactions qui vont revenir, qui vont tout le temps être les mêmes dans des situations qui se ressemblent, et donc ça va signifier un peu une part de notre personnalité. Moi, quand je reviens à la problématique du début, quand j'essayais de faire du sport, et que je me retrouvais tout le temps dans des situations, soit j'y arrivais, soit j'y arrivais pas, sans vraiment savoir pourquoi, et ben ça pour moi c'était un schéma. C'est un schéma qui est pas analysé, puisque je me rends compte que parfois j'arrive pas à faire du sport, je sais pas pourquoi, donc il est pas analysé, et un schéma de pensée qui est analysé, ça va être un schéma de pensée, et on va savoir qu'est-ce qui a mené à faire ceci, qu'est-ce qui a mené à ce résultat, et donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le contrer. Et donc un schéma de pensée n'est pas forcément positif ou négatif. Si je deviens ultra productif un jour, je travaille à fond mes cours, tout ça, j'arrive à faire toutes les leçons, tout ce que j'avais besoin, j'ai réussi à boucler tous les projets, et bah c'est qu'il y a une raison derrière. C'est un schéma qui me dit ok, bah quand tu fais ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça, t'arrives à ce résultat-là. Et bah je vais essayer de créer ces schémas de pensée ou de les provoquer. Je sais qu'ils existent en moi, je vais essayer de les provoquer. Donc bien sûr sur les cartes, je vous l'ai dit, on retrouve les qualités et les défauts, ça j'ai pas besoin de vous les présenter, tout le monde connaît. Mais sur les cartes, on retrouve aussi les valeurs. Donc tout ce que je vous dis là jusqu'à maintenant, c'est personnel, quoi. C'est vraiment ma vision de la connaissance de soi. On trouverait peut-être autre chose sur internet. Mais on retrouve aussi les valeurs. Donc les valeurs, ça va être ce qui vont vous définir au fond de vous, quoi, un peu plus de manière générale. Si pour vous l'injustice est quelque chose qui vous dérange, et ben ça pourrait être une de vos
vos valeurs. Vous avez comme valeur la justice et il faut que les choses soient justes. Ou ça pourrait être l'honneur, ça pourrait être l'équité, le partage. N'importe quoi peut devenir une valeur. Et en fait, on en a beaucoup des valeurs, plus ou moins présentes dans notre vie, mais on en possède beaucoup. Et en fait, le jeu, c'est un peu de les trouver. Les valeurs, ça permet aussi, par exemple, dans des relations amoureuses, de savoir si la relation a des chances de durer longtemps. Au début, dans une relation, on va essayer de trouver les points communs, les défauts, enfin tout ce qui nous rapproche et tout ce qui nous éloigne. En fait, on peut se rendre compte que des couples durent très longtemps, alors qu'il y a énormément de choses qui les éloignent. Parce qu'au fond d'eux, ils ont des valeurs en commun. C'est-à-dire que leurs valeurs sont les mêmes, ou une majorité de leurs valeurs sont les mêmes, mais ils vont pas forcément les exprimer de la même manière. Si une des valeurs, ça va être l'altruisme, il y en a un qui va peut-être devenir, je sais pas, médecin pour essayer d'aider les gens, et l'autre va peut-être devenir avocat pour essayer aussi d'aider les gens. C'est la même valeur, mais au fond, c'est deux interprétations de la valeur qui sont différentes. Et donc c'est ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment chercher chacune de vos cartes, et pour essayer de savoir un peu plus qui vous êtes. Donc là c'est très bien, j'ai parlé des bénéfices de la connaissance de soi, qu'est-ce que c'était la connaissance de soi, comment se la représenter, mais je ne vous ai pas encore parlé de comment vraiment travailler sur la connaissance de soi et comment vraiment s'auto-aider pour retrouver ses cartes. Donc on va en parler dans cette partie, donc comment apprendre la connaissance de soi. Avant d'apprendre totalement à travailler sur la connaissance de soi, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut éviter. Parce que la connaissance de soi, ce n'est pas quelque chose qui est tout de suite très bon. On voit les bénéfices, comme je vous en ai parlé au début, mais si peu de personnes le font, c'est parce qu'il y a aussi une partie qui est vraiment cachée de la connaissance de soi et qui est mauvaise. C'est la partie où on va se rendre compte que, en fait, l'être humain qu'on s'était fait dans notre tête, qui est nous, qui était un peu parfait, et ben en fait, il a beaucoup de défauts. Quand on va se rendre compte du nombre de défauts qu'on a, ou que nos qualités, en fait, on n'est pas si bon que ça, et ben ça va un peu nous casser, quoi. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé, en tout cas, c'est que vraiment, on se rend compte que, bah mince, je m'étais donné une image de moi qui est forte, et quand je regarde quelqu'un à côté de moi, bah ouais, il est peut-être mieux que moi, en fait. Et comme je vous le disais au début, le premier point à éviter, c'est que, je vous ai dit, 80% des personnes se mentent tous les jours, puisque 80% des personnes pensent se connaître. Et en fait, ils pensent se connaître parce qu'ils passent du temps à penser à qui ils sont, à qu'est-ce qu'ils font et tout ça. En fait, c'est pas parce qu'on passe du temps à réfléchir sur soi qu'on se connaît forcément, qu'on se connaît forcément bien. C'est pas en fait, c'est pas une courbe où plus je vais passer de temps à réfléchir sur moi, plus je vais me connaître. Il va falloir réfléchir plus efficacement. Et c'est ça qui pose problème parfois. On va réfléchir sur soi, on va passer 3 heures sous la douche, sous l'eau chaude, à se dire mince, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas dit ça. On va essayer de réfléchir sur nous et en fait, ça va pas nous amener à nous connaître. Ça va juste ruminer des choses dans notre tête et ça va pas être bon. Et une chose à éviter qui apporte beaucoup de malheur, c'est de se poser des questions pourquoi, de type pourquoi. C'est pas grave de se poser des questions pourquoi dans le reste de notre vie, mais dans la connaissance de soi, faut éviter. Parce qu'en réalité, quand on se pose l'action pourquoi je suis malheureux ou pourquoi j'ai pas de copine, tout ça, et ben en fait, on va forcément trouver des réponses qui vont nous enterrer. Forcément des réponses qui vont être mauvaises et des réponses où la cause, ça va forcément être nous, quoi. Donc quand je parle de questions pourquoi, ça va être quand vous allez répéter, je sais pas, pourquoi j'ai pas dit ça, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi j'ai pas dit ça à cette personne pendant qu'on était en train de s'engueuler, ou même pourquoi on s'est engueulé. Vraiment, les pourquoi, ça va vraiment enfoncer et trouver que des réponses négatives. Et ce que j'aime bien dire, c'est que une question mal posée, eh ben, elle apporte forcément une mauvaise réponse, en fait. Et donc, si vous posez une question type pourquoi, vous allez forcément tomber sur des réponses où c'est vous qui avez fait quelque chose de mal, et donc c'est vous le responsable de tous les malheurs du monde. Donc, faut forcément éviter les questions pourquoi, sinon vous allez pas avancer. Et ça, je le sors pas de n'importe où, hein. Ça sort toujours d'une étude. Voilà, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, c'est ce qui a été prouvé. Les questions pourquoi n'amènent pas à des bons résultats. Donc, comment éviter ces points négatifs? Donc, premier point, je vous disais, faut pas forcément passer beaucoup de temps à s'analyser pour avoir des résultats. En fait, ce qu'il vaut mieux faire, c'est essayer de diluer votre analyse de votre personne sur tout le long de la journée. On va pas attendre la fin de la journée pour faire un bilan, pour dire mince, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est pas bien. On va l'analyser pendant la journée. Si vous avez une sensation bizarre, vous vous sentez mal, vous avez une peur, je sais pas, vous analysez pourquoi vous avez cette peur. Vous allez essayer d'analyser pourquoi vous avez dit ça dans le moment, dans l'instant présent. Parce que de toute façon, vous n'allez pas avoir autant de temps pour analyser cette chose puisque vous êtes dans l'action, vous êtes dans la journée. Que pendant la fin de la journée, vous aurez 1000 raisons de trouver des défauts à ce que vous avez fait. Pendant la journée, vous allez noter dans votre tête, ou sur un calepin si vous êtes vraiment déterminé, vous allez noter dans votre tête qu'est-ce que vous avez fait. Que, tiens, j'ai eu cette réaction-là, bah tiens, c'est marrant, je la pose dans ma tête dans un coin, j'y reviendrai plus tard, mais voilà. Et donc vous allez avoir toute une masse de données, vous allez pouvoir vraiment l'analyser sur le long de la journée et faire en fait dans votre tête, sans vraiment faire exprès, une sorte de bilan. Et à force de retrouver des situations similaires, vous allez ressortir des choses et dire bon bah là ça me paraît clair que je sais pas, j'aime vraiment pas quand on me parle mal, et donc voilà, chaque fois qu'on va mal me parler, je me suis rendu compte que voilà, ça se passait comme ça et j'avais tel schéma qui ressortait. En général, c'est essayer de repérer tout ce qui revient la même chose, et pas, vous n'allez même pas avoir forcément besoin de les analyser, passer du temps, parce que s'ils reviennent tout le temps, c'est que la situation se ressemble, et donc vous allez voir quelle situation, quel type de situation mène à tel résultat. Et donc sur le deuxième point, pour éviter les questions pourquoi, vous allez essayer de les remplacer par les qu'est-ce que ou les quoi. Parce que le pourquoi va amener sur votre personne, alors que le qu'est-ce que
ou le quoi va essayer de vous amener plus dans un cas futur. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi à bien répondre pendant ce débat? Et ben vous allez pas vous répondre de manière instinctive parce que j'ai été mauvais, mais parce que j'avais mal travaillé mon sujet. Et donc là, vous allez amener sur un cas extérieur, j'ai mal travaillé, mon sujet était mal travaillé, et ensuite revenir sur vous. Pourquoi il a mal été travaillé? Ça paraît un peu abstrait, mais si je reviens sur la problématique de base, qui était que je n'arrive pas à faire du sport en rentrant chez moi, et ben je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à faire du sport? Parce que si je m'étais posé la question pourquoi je fais pas du sport, la réponse qui serait ressortie c'est parce que je suis feignant, parce que j'arrive pas à avoir de la discipline. Donc là je me suis demandé qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à faire du sport. Ben, j'ai remarqué que dans la main j'avais mon portable sur Facebook en train de scroller et que j'étais assis sur mon canapé comme une merde. J'étais affalé sur mon canapé et vraiment je faisais rien d'autre. Et donc je me suis dit bon bah qu'est-ce qui fait? Et ben c'est parce que je suis sur mon portable et je suis pas concentré à faire ce que je veux faire et je suis sur mon canapé et donc forcément si je veux faire du sport c'est le pire endroit d'être sur son canapé quoi. C'est vraiment l'opposé. Donc essayez toujours de poser des questions qu'est-ce que ou quoi plutôt que des pourquoi. Ça vous amènera plus dans le futur et moins sur des rétrospections de vous-même. Donc voilà, vous savez maintenant comment éviter les côtés négatifs de la connaissance de soi. Maintenant, il n'y a pas vraiment de conseils qui vont être magiques, qui vont vous faire connaître vous-même en 3 jours. C'est du travail de long terme. Je peux juste vous donner des petits conseils. Je sais que sur internet, il y a des exercices pour connaître vos valeurs. Donc vous allez comparer votre valeur à une autre, vous allez toutes les comparer entre elles jusqu'à qu'il en reste 3. Moi, ce que je vous conseille, de ce que j'ai découvert, c'est que finalement, ce genre de test, oh bah, c'est sympa, ça peut faire ressortir les valeurs importantes de votre vie, mais je pense pas qu'on soit défini par 3 valeurs, quoi. À chaque fois, ils voulaient vraiment en ressortir que 3. Moi, je pense qu'on est défini par une palette de valeurs, et donc ça sert pas forcément à quelque chose d'essayer d'en ressortir que les plus importants. Voilà, on est fait d'une multitude de choses, et ça sert à rien de se mettre dans des cases, voilà. Vous pouvez faire les tests sur internet pour connaître vos valeurs, ça va vous aider à connaître, voilà, comme je vous disais, vos cartes, mais faut pas forcément s'attarder sur les résultats, quoi. Un autre conseil, il faut savoir aussi que dans une étude, il prouvait que pour connaître si quelqu'un se connaissait vraiment, fallait qu'il énonce qu'est-ce qu'il pensait et qu'il était vraiment, et que ses proches puissent acquiescer en disant oui ok, bon bah là t'as raison sur ce point, t'es vraiment comme ça, et bon bah voilà, t'en es conscient. La connaissance de soi, c'est un peu un travail collectif. Faut faire travailler avec vous, je sais pas si vous avez un ami qui est intéressé par ça aussi, vous allez essayer de faire votre connaissance de vous-même, chacun de votre côté, et de temps en temps revenir vous parler pour vous dire ok j'ai découvert ça sur moi, est-ce que t'es d'accord, est-ce que tu penses que j'agis comme ça parce que voilà, j'ai tel défaut, tel schéma, et vous allez un peu vous entraider puisque l'œil extérieur va permettre de vous dire si il est en accord ou pas avec ce que vous avez découvert. Donc c'est bien de travailler à plusieurs sur la connaissance de soi et de pas faire ça forcément chacun de son côté. Et voilà, travailler en binôme ou même plus, ça permet d'avoir de meilleurs résultats et des résultats qui sont vrais. Et d'éviter surtout le point où on se ment à soi-même. Si vous faites une découverte sur vous-même, vous dites ok ça c'est bon, c'est la vérité, j'ai découvert une autre de mes cartes et ça y est. Donc en fait si vous êtes sur quelque chose qui ne vous définit pas, vous avez fait une mauvaise recherche, ce qui va se passer c'est que vous allez être malheureux parce que vous allez avoir découvert quelque chose sur vous qui est faux en fait. Et vous allez continuer à vous mentir à vous-même. Et au fond de vous, sans le savoir inconsciemment, vous allez savoir que vous continuez à vous mentir à vous-même et donc ça va pas vous rendre heureux, ça va plutôt être l'inverse. Et vous allez tomber dans les mauvais côtés de la connaissance de soi, qui est de se mentir à soi-même et d'avoir des cartes qui ne nous correspondent pas. Et le conseil que je peux vous donner, c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire, qui a été qu'il fallait travailler en collectif. C'était quelque chose que j'ai vu sur Facebook, mais qui m'a un peu inspiré. Donc pour une fois, un post Facebook qui m'a inspiré. C'était quelque chose partagé sur une grande page qui disait, donc je vous le lis en direct, les Japonais disent que vous avez 3 visages. La première face est celle que vous montrez au monde. La deuxième face est celle que vous montrez à vos amis, vos proches, famille. La troisième face, vous ne la montrez jamais à personne. C'est le vrai reflet, celui que vous êtes réellement. Donc qu'est-ce que vous inspire ce truc? Je sais pas, peut-être que ça vous dit rien. Moi personnellement, ça m'a fait réfléchir au fait que, bon bah voilà, quand je sors de chez moi, quand je sors de mon appart, que je rejoins mes potes, je vais essayer d'être un peu plus heureux, voilà, de faire des blagues et tout ça. Et donc c'est un peu, voilà, ce qu'il disait, la face que je vais montrer à mes amis. Ensuite, quand je vais parler à un inconnu, peut-être un peu plus être plus méfiant, voilà, de voir si j'aime bien la personne, être un peu moins confiant, et donc je vais un peu moins faire le fou. Et là, c'est la face que je montre au reste du monde. Et sinon, il y a la face qui est, bah, quand je suis chez moi, voilà, j'aime bien écouter tel type de musique, voilà. C'est pas forcément des trucs que j'écoute avec mes potes. Voilà, et donc il y a qui je suis vraiment. Et ce que je vous disais, c'est de travailler en équipe, bien, parce que vous allez pouvoir découvrir un peu plus sur votre face que vous montrez aux autres, mais personne ne vous connaît aussi bien que vous, en fait. Parce que personne ne connaît la réelle face que vous avez quand vous êtes chez vous, qui correspond peut-être un peu plus à vous aimez vraiment, quoi. Et ça, bah, personne va pouvoir vous aider, même pas si vous avez une copine très proche si vous avez une petite amie que vous êtes très proche avec, elle va pas forcément connaître cette face, quoi. Et cette face où vous trimballez en caleçon dans votre appartement à chanter du Michael Jackson, quoi. Ça, il y a que vous qui faites ça. Je sais pas qu'il y a que vous qui faites ça tout seul, mais il y a que vous qui allez le voir. Les autres ne vont pas forcément être conscients de ça. Et donc, faut pas forcément s'attarder à ce que vont dire les gens sur vous, ou s'ils sont d'accord ou pas avec votre analyse de vous-même, puisqu'en réalité, bah, ce qu'ils vont dire, ça va être
ce que eux ils voient. C'est pas forcément ce que vous êtes vraiment au fond. Donc c'est important de travailler en équipe, mais c'est aussi important de, bon, écouter les avis et de se dire, ouais, mais là, sur ce coup-là, peut-être qu'ils me conseillent mal parce qu'au fond, ça, je le montre à personne et c'est une analyse que je me suis fait tout seul chez moi et donc voilà, ça, personne n'est vraiment au courant. Donc faut savoir jongler entre les deux aspects, la connaissance de soi. Sinon, pour le reste, il n'y a pas d'autres conseils et je pense que c'est surtout du travail que vous allez devoir faire chez vous et voilà, réfléchir et tout ça et analyser ce que vous êtes vraiment. J'arrive à la conclusion, j'ai plus d'autres grandes choses à dire sur ce sujet-là. Ce que je voulais insister, c'est quelque chose que j'ai un peu oublié ou que j'ai un peu évité de dire, c'est que la connaissance de soi, je vous en parle comme si c'était quelque chose d'ancré. Mais en fait, vos cartes, elles sont pas stables en fait, elles vont bouger toute votre vie. C'est-à-dire que moi, si je m'étais analysé il y a 3-4 ans, bah, je me serais rendu compte que je suis timide. Je me serais dit, ok, bon, bah, j'ai une de mes cartes sur ma vie qui est je suis timide, ça sert à rien de lutter, je pourrais jamais avoir de copine. Voilà, ça c'est quelque chose que je me serais dit il y a 3-4 ans. Puis, je m'étais dit, bon, bah voilà, ma carte est figée, je suis timide, c'est moi. Sauf qu'en fait, voilà, moi j'ai fait mon analyse maintenant, j'ai grandi, j'ai pris de l'aisance, et donc, en fait, cette carte-là a totalement disparu de mon jeu. En fait. Et donc, faut pas se dire, parce que j'ai tel défaut, je ne peux pas le changer, c'est plutôt j'ai tel défaut, je l'accepte ainsi, mais je travaille dessus. Donc, vous allez travailler dessus, mais sans vous auto-flageller en disant, merde, je suis timide, qu'est-ce que je peux rien faire contre ça, c'est mort. Non, c'est, je suis timide, je vais essayer de lutter contre ça, mais dans l'instant T, bon bah voilà, mon oral, c'est pas grave si je le loupe, voilà, je suis timide, j'ai plus rien. Donc ça, c'est plus une vision long-termiste de la connaissance de soi. Et il faut savoir que, bon, bah, un jour, vous allez vous connaître, vous dire, bon bah, ça y est, là, je me connais, je peux passer à autre chose. Parce qu'en fait, c'est un éternel recommencement, et c'est toujours une lutte contre soi-même d'apprendre à se connaître, puisque même si un instant T, vous connaissez vraiment parfaitement, vous connaissez tous vos schémas, je pense que c'est impossible, en réalité, il suffit d'une rupture amoureuse, il suffit d'un décès dans votre famille, ou tout simplement un déménagement, pour que la majorité de vos schémas changent. Quand je parle des schémas, voilà, c'est qui va revenir de temps en temps, quoi. Et bah, ils vont changer parce que, voilà, votre mode de pensée a changé dans cette période. Et peut-être qu'ils vont revenir plus tard. Mais en fait, il faut savoir aussi travailler sur soi-même dans des périodes, quoi. Là, j'ai une période d'examen, et ben, tiens, c'est marrant, j'ai beaucoup moins envie de parler aux gens autour, quoi. Je suis en train de réviser, voilà, je suis dans ma bulle. Et ben, ça veut pas dire que vous êtes timide, parce que c'est pas parce que vous avez pas envie de parler aux gens que vous êtes timide. Parce que vous êtes dans une période où vous avez pas envie, vous êtes bien tout seul. Donc, faut savoir toujours mesurer un peu, voilà, ce qu'on a découvert. Et puis, la vie, c'est aussi plein d'imprévus, quoi. C'est pas parce que vous êtes aujourd'hui, je suis timide, je parle beaucoup de timidité parce que c'est un exemple que je pense souvent les gens passent par là, quoi. Mais si vous dites aujourd'hui je suis timide, bon bah voilà, je vois une belle fille dans la rue, bon bah je peux pas lui parler, ou je sais pas, je vois une fille que j'ai remarquée dans mon thé. Bah non, en fait, il y a plein de choses, on sait jamais, quoi. Peut-être qu'elle attend que vous alliez lui parler. Voilà, je vais pas vous faire des cours de section, mais en fait voilà, la vie elle est pas figée, quoi. C'est pas parce que vous avez telle carte que c'est mort. Toujours moyen voilà, d'aller à l'encontre. Donc je vous laisse réfléchir sur cette phrase un peu de fin, et puis que ce podcast vous ait fait réfléchir ou non, j'espère que vous avancerez vers votre connaissance de vous-même. On arrive bientôt à la fin du podcast. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner, mais surtout mettre une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur tout autre site de podcast. Cela m'aide énormément pour toucher plus de personnes. Si vous voulez en savoir plus sur l'étudiant libre, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, mais surtout en allant sur notre site où vous trouverez des articles de publiés régulièrement. Les liens sont dans la description, en espérant vous revoir pour un prochain podcast. Salut!